Hey, est-ce que vous connaissez le format 500 ? Pas le billet de 500, hein. Perso, moi, j'en ai jamais vu, donc je sais pas. Non, le format 500 pour l'audio. Vous savez ce que c'est ? Je vous explique vite fait. Vous savez, dans les grands studios, on voit souvent des murs de matos, des trucs qui peuvent être super beaux et qu'on imagine vraiment super chers. D'où les billets de 500. En fait, c'est des traitements audio, il peut y avoir des préamplis, des compresseurs, des égaliseurs, des effets divers et variés. Et le principe, c'est d'avoir une grosse table de mixage avec plein d'options de routage qui permet d'envoyer les signaux dans ces équipements, les faire revenir dans la table de mixage et mixer l'ensemble. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des home studistes qui utilisent ce qu'on appelle donc des outboards, des appareils externes. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai bossé dans plusieurs studios et il y avait ce genre de matos. Et je me souviens que c'était quand même une sacrée expérience. Quand on est un amateur de son, on se paye pas ce genre de hardware, c'est trop cher, ça prend trop de place, bref. Et c'est là que le format 500 intervient. Le principe, c'est de mettre des modules qui ont une fonction bien spécifique en termes de traitement audio. Et ces petits modules, on les met dans une boîte et mettre cette boîte dans un rack. Il y a un terme qui est passé dans le langage courant, qui a été lancé par API, qui a créé cette forme de boîte et ce format qui s'appelle le format 500, ça s'appelle la Lunchbox. C'est un boîtier vide qui est dans un certain format et on va pouvoir mettre des modules à l'intérieur. Des modules comme celui-là. Ça, c'est un préamp de chez H-Labs, qui est une reproduction du préampli de la Studer 169. Théma la taille du transfo, comme ils disent. Ce truc de grand malade. Et au bout du module, on a un connecteur comme ça, ce qui permet de le connecter à l'intérieur de la Lunchbox pour pouvoir avoir un traitement qui s'effectue par le biais de ce module. Cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais j'ai jamais trouvé ni l'opportunité ni le matos pour pouvoir vous parler de tout ça. Je vais donc commencer par remercier tous les fabricants de modules 500 qui ont accepté de sponsoriser cette vidéo pour que je puisse vous parler de ce que c'est que le outboard en format 500. Je vous mets leur nom ici. Merci les amis. Alors on va me demander, est-ce que c'est pareil que des modules Eurorack ? Non, c'est pas du tout pareil, je vous montre. Voici un module Eurorack et voici un module au format 500. Vous allez me dire, mec Narf ? Ouais, ok, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Là où c'est pas pareil, c'est si vous les regardez de profil, regardez. Cuckoo style. Le module Eurorack est très peu profond, ça dépasse rarement cette taille-là. Le module 500 est souvent très profond puisque le connecteur doit aller jusqu'au fond de la Lunchbox. Du coup, ils en profitent pour mettre plein de composants, les petits chenapans. Ah, les chenapans. Donc bref, l'Eurorack, c'est un format spécial, ça n'a rien à voir avec le format 500. Qu'est-ce qu'on va trouver en format 500 ? Comme je vous le disais, plutôt des préamplis, des égaliseurs, des compresseurs, des outils de traitement du signal, vraiment sur la partie audio pure. On va pas vraiment trouver d'instruments de musique là-dedans, c'est surtout des outils d'ingénieur du son, des outils pour pouvoir modeler votre son et lui apporter soit une couleur ou un traitement particulier. Voici par exemple un module de chez Elysia. Ils ont un design bien à eux, les boutons c'est assez canon au niveau du feeling, et comme vous pouvez voir, même profondeur avec le connecteur format 500 au bout. Travail de précision s'il vous plaît. Pourquoi c'est bien le format 500 ? Parce qu'on va pouvoir retrouver ces différents composants qu'on a dans ces gros matériels, dans ces gros outboards, voire même des morceaux de channel strip de console. On va pouvoir avoir juste le préamp ou juste le compresseur, juste l'égaliseur par exemple. Donc on va pouvoir acheter ces modules séparément et se refaire carrément un channel strip à l'intérieur d'une Lunchbox au format 500. Et ça, c'est vraiment super cool pour un home studiste puisque dans un encombrement finalement assez réduit, on va pouvoir retrouver des traitements relativement haut de gamme qui vont rentrer dans un simple rack. Dans ma Lunchbox aujourd'hui, j'ai aussi du matos de Golden Edge Premiere et du matos de chez SPL. Calmez-vous, tout ça, c'est des prêts, hein. Ça repart, je garde pas. Ouais, c'est dommage, ouais. Vous allez le voir que c'est dommage, mais c'est la vie. Alors comment ça marche globalement ? On met ces modules dans sa Lunchbox, on met sa Lunchbox dans un rack ou sur la table, comme moi, là, ce que je viens de faire. On les met dans l'ordre qu'on veut et en fonction de la Lunchbox que vous avez des entrées et des sorties dans différents formats. Certaines Lunchbox proposent aussi des routages internes à l'intérieur de la boîte. Et si je veux faire des connexions à l'intérieur des différents modules, j'ai juste à mettre un câble entre la sortie d'un module et l'entrée d'un autre. Les connexions, elles sont à l'arrière, mais dans un home studio, il vaut mieux avoir aussi ce qu'on appelle un patch bay, c'est-à-dire un déport des entrées-sorties en face avant de votre rack, pour que de cette manière-là, vous puissiez câbler les différents modules les uns avec les autres, avec un jack que vous mettez en face avant. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai pas racké ma Lunchbox, je vais juste faire les connexions à l'arrière. Mais retenez que si vous achetez une Lunchbox, c'est mieux si vous avez un patch bay pour pouvoir câbler les trucs à l'avant quand même. On fait ensemble un petit tour de ces modules, je vous dis ce que c'est et ce que ça fait. À gauche, j'ai 4 modules de chez H-Labs.
En fait, c'est 2 paires, il y a 2 préamps et 2 égaliseurs qui sont des recréations de la Studer 169. Alors perso, j'ai jamais eu de Studer 169. Quand je vois la gueule du transformateur, je me dis ouais, oui, j'ai envie de tester. Apparemment, grosse réserve de gain, on va tester ça ensemble. 48 volts, pad, il y a même une entrée IZ pour pouvoir mettre une guitare. Que demande le peuple? Et là, ça me donne l'occasion de vous expliquer qu'on n'est pas obligé d'utiliser les entrées à l'arrière, on peut aussi utiliser les entrées à l'avant si on veut. Alors par contre, c'est l'une ou l'autre, c'est pas les deux. Ensuite, j'ai une paire de Golden Edge premier 573. Là, on est clairement sur une réplique du fameux préampli 1073 de chez Neve. On a même le design des boutons comme les originaux, je trouve ça super cool. Ça fait hyper vintage, j'adore. Vous pouvez voir qu'on peut à la fois accepter des signaux au niveau micro et des signaux au niveau ligne, qu'il y a même une entrée DI si on veut pouvoir brancher pareil une guitare ou une basse. Après, j'ai un Sculptor 500 de chez Elysia. Ça, c'est un module un peu spécial puisque c'est à la fois un préamp et un compresseur. Chez Elysia, on travaille plutôt sur la transparence du son et essayer de faire un truc qui soit le plus clean possible. En fait, ça transpire même dans le design des modules, ultra clean, dans la construction aussi. Bien sûr, c'est un module qui peut aussi colorer et tordre le son, mais c'est pas nécessairement pour ça qu'on prend un module Elysia à la base. On l'achète plus pour avoir une excellente qualité audio, avec un préamp classe A de folie avec une énorme réserve de gain et un compresseur super chirurgical. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Enfin, j'ai 2 modules de chez SPL. J'aime particulièrement ces modules, déjà parce que j'aime beaucoup leur design. J'en ai un premier qui s'appelle le TDX. Avec ce module, on va pouvoir gérer les transitoires de notre signal. Donc sur un signal percussif, on va pouvoir faire ressortir le côté un peu attaque. Et quand on a trop d'attaque, on peut utiliser justement ce module pour l'adoucir. Et le dernier module, je l'ai déjà écouté au NAMM 2022, parce que j'étais passé sur le stand de SPL, et on m'avait fait une démo de ce module qui s'appelle Big. J'adore le concept, et surtout, j'adore les contrôles. Il y a un contrôle qui s'appelle Bigness. C'est un module de traitement de l'image stéréo, mais qui va le faire aussi en gérant les basses et en permettant de rajouter un peu de gras dans votre son. Ça, c'est plutôt un truc que je pense utiliser sur mon master ou sur des stems. Et de ce que je me rappelle de la démo que j'ai eue, franchement, c'était déjà assez cool. Donc j'ai hâte de tester ça avec vous. Ah, j'ai failli oublier. Elysia m'a aussi envoyé un cube. Un cube? Théma, la taille du cube. Alors ça, c'est super mignon. En fait, c'est une mini lunchbox. Donc cette boîte, c'est vraiment un truc qui est propriétaire Elysia. Je trouve ça super pratique. Et là, en fait, on a un compresseur stéréo de folie furieuse. Et bien sûr, on va tester ça ensemble. Le Xpressor Neo. Derrière, vous voyez, des entrées, des sorties, format jack et XLR. C'est assez facile, hein. Bon bah voilà, c'est cool. Alors ce genre de module, ça peut servir dans tous les styles de musique, y compris en musique électronique. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu différent. Je vous montre. C'est un petit morceau sans prétention, j'ai fait quelques pistes témoins que je pourrais réenregistrer au travers de la Lunchbox qui est là, pour voir et faire des tests. Bon, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi ça me plaît. Le seul problème avec ce morceau, c'est qu'il va me falloir une chanteuse. Ça tombe bien, j'en connais une. Comment tu trouves? Bof. Non, je rigole, c'est bien vrai. C'est bien. Ok, tu n'es pas déshérité, tout va bien. Tout va bien. Tu pourras hériter de tout ce studio. Je chante où? Non, attends. On a tout prévu. Tada! Tu sais ce que c'est ce micro? Si, c'est la reconstruction parfaite d'un micro des années... C'est presque ça. C'est la reproduction par Golden Edge première d'un Elam 251. C'est un micro qui était utilisé pour enregistrer les orchestres symphoniques. C'est pas un truc de fou ça?
Elle s'en fiche, c'est horrible. Non, il est vraiment stylé pour le coup. Il Stylé, a une hein. bonne tête. Il a une bonne tête. Stylax. Ouais. Ok. Stylax. Stylax. C'est méga fun. Oula, alors par contre, je suis un peu bigleuse, hein, donc ça, c'est pas assez bon pour moi. Oh, ça va. Voilà, là, c'est bien ça. C'est bien là. Ouais, ouais. All I wanted was a moment of calm. All I got was something messed up big time. It's so obvious what you're trying to do. Drive me nuts and make me lose it for you. Ooh, the things you say, ooh, I'm not okay, ooh, I don't wanna hear it. Ça, tu le mets pas dedans. On a besoin d'un compresseur. D'un quoi? Un compresseur. Je sais pas ce que c'est, moi, le compresseur. All I wanted was a moment of calm. All I got was something messed up big time. It's so obvious what you're trying to do. Drive me nuts and make me lose it for you. Ooh, the things you say, ooh, whenever, wherever, we're meant to be together, I'll T'es be there. sérieuse? Je cherchais ton cœur, tu l'emportes ailleurs. Vas-y encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça donne quoi là? Girl! Wow, c'est fort. Oh waouh. C'est fort, tiens donc. Oh là, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ça. Ouais, mais quand je vais belt, ça va être terrible. Roar! Ah non, ça marche, regarde. Turn around and use your brain. Ooh, the things you say, ooh, I'm not okay, ooh, I don't wanna hear it. Ooh, you gotta play, ooh, the usual way, ooh, you need to understand that I don't wanna hear it. Bon, c'est pas facile d'enregistrer quelqu'un qui chante là où d'habitude je fais plutôt du synthé. J'ai quand même branché ce micro pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut obtenir comme réglage juste avec ma voix. Je vous montre. Pour cette démo, j'ai branché l'Elam 251 dans le Pre 169, qui est ensuite branché dans le EQ 169. Tous ces branchements se passent à l'arrière, XLR directement à l'intérieur du préampli. Je fais cet essai à peu près 30 cm du micro avec une directivité cardioïde. Là, l'égaliseur n'est pas encore enclenché, mais c'est très simple. Sur le préampli, vous avez un réglage de gain d'entrée et un réglage de sortie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer l'alimentation 48 volts. Dans mon cas, j'en ai pas besoin, puisque le micro vient avec sa propre alimentation. Vous avez des boutons assez classiques d'inversion de phase et de pad. Pad, ça sert à limiter le niveau, au cas où votre micro ou votre source sonore a un très très fort niveau d'entrée. Vous appuyez sur ce bouton pour diminuer le niveau. Et puis vous avez un filtre high pass que vous pouvez enclencher avec un bouton ici. Intéressant, il y a aussi une entrée IZ pour pouvoir brancher un instrument de musique externe, comme une basse ou une guitare. Le truc avec ce préamp, c'est qu'il a un transfo Carnil. Alors vous savez peut-être pas, mais les transfos Carnil, c'est les transfos qu'on trouve sur les grosses consoles, je crois notamment les consoles Nive. Donc si vous aimez ce son typique très caractéristique des consoles vintage, vous allez retrouver cette vibe à l'intérieur du Pre 169. Et du coup, on va se retrouver sur ce préamp avec une réserve de gain, mais totalement hallucinante. On peut enclencher ici le petit sélecteur plus 40. Alors je vais baisser le gain de sortie et enclencher le plus 40 pour que vous puissiez entendre. En appuyant sur le plus 40 et en montant le gain du préamp, je vais me retrouver à rentrer encore plus fort dedans. Et vous allez qu'à un moment donné, vous entendez que ça commence à saturer. Alors évidemment, on ne veut pas faire saturer trop fort, mais on veut gratter un petit peu, on veut caresser cette saturation pour pouvoir obtenir des harmoniques supplémentaires dans le son. Alors, au travers d'une vidéo YouTube, je pense que c'est aussi compliqué à transmettre, mais dans mon casque, ce que j'entends, c'est un signal qui est un petit peu excité avec un tout petit peu de drive, et ça va lui conférer cette chaleur qu'on attend des matériels analogiques. Et ça va être bien pour certains types d'instruments de musique, notamment tout ce qui est basse, guitare, ou même des cuivres par exemple, si vous voulez faire rentrer vos cuivres plus fort pour gratter un petit peu et obtenir ces harmoniques qui vont faire que vos instruments vont vraiment traverser le mix. Donc là, si je monte par exemple, il faut que je parle un petit peu moins fort pour que mon niveau de sortie soit correct sur ma console, mais vous comprenez très rapidement qu'on peut avoir une réserve de gain très importante avec un niveau de bruit de fond tout à fait acceptable. Je peux même faire de l'ASMR si je veux. Là, je suis à fond. Je commence un petit peu à avoir du bruit de fond, mais bon. ASMR.
Sur la droite, j'ai l'EQ 169, qui est donc la réplique de l'égaliseur de la Studer 169. Si je l'enclenche et que je vous montre un petit peu la bande grave, on va bien sûr faire ressortir les fréquences graves qui sont dans ma voix, donc c'est assez plaisant. En fait, j'aime particulièrement la combinaison de ce potard de grave avec ce potard d'aigu. Vous allez voir que celui-ci est extrêmement intéressant, extrêmement soyeux, donc ça va vous donner ce son totalement soyeux. C'est ultra crémeux comme j'aime, vraiment top. Alors peut-être que ce micro y est un peu pour quelque chose, c'est vrai, mais enfin vous comprenez quels sont les différents types de couleurs qu'on peut obtenir avec l'EQ 169. Et au milieu, vous avez cet égaliseur semi-paramétrique en quelque sorte, puisque vous pouvez aller choisir la bande de spectre, mais c'est extrêmement large, ça va de 150 Hz à 7 kHz, donc c'est quand même plutôt pas commun d'avoir une aussi grande bande de fréquence pour un égaliseur semi-paramétrique dans le médium. Et donc si vous prenez par exemple, moi je sais que j'aime pas trop aux alentours de 3-4 kHz, vous pouvez ensuite creuser à l'intérieur de cette bande de fréquences, ou sinon vous pouvez essayer de repérer les fréquences qui vous plaisent pas. Donc là par exemple, si je me mets un petit peu comme ça, vous voyez, je me retrouve ici à cette fréquence que j'aime pas trop, je peux aller l'enlever de cette manière et puis retrouver quelque chose qui me plaît un peu plus. Ensuite je peux adapter par rapport à mon son global avec le préamp, l'égaliseur, et avec ça j'ai l'impression d'être le roi du monde. Je crois que j'ai jamais aussi bien sonné de ma vie en vrai. Ouais, ça arrive. Bon, mais ça marche aussi sur les micros un peu moins chers. Regardez, là j'ai mon ProDype TT1 à 39 € que j'ai branché dans le Pre 169, suivi de l'EQ 169 avec les réglages de tout à l'heure. C'est juste qu'évidemment le niveau de sortie du micro est un peu moins important. Pourtant, ce micro-là a un niveau de sortie de cheval, mais l'autre a un niveau de sortie encore plus de cheval. J'ai donc dû appuyer sur le plus 40 et vous voyez là, je peux rentrer un peu plus fort dans mon préamp et je peux aller chercher les couleurs qui m'intéressent. Ici, là par exemple, je peux aller chercher les fréquences que j'aime pas. Là, voilà, hop, j'aime pas celle-là, je l'enlève. Je peux rajouter du grave si j'ai envie, de l'aigu, et je me retrouve avec une voix totalement dinguissime, un truc de ouf que franchement j'adore. Même avec le micro à 39 €, c'est juste un truc de malade. Ces modules sont oufissimes. Ça y est, j'ai trouvé mon réglage, c'est celui-là. On touche plus à rien. Ces deux-là, là, je les veux. Désolé, j'en ai besoin. J'ai grave envie de tester le Pre 573 sur ce micro à 40 € quand même. Voilà, il est là, donc j'étais quand même obligé de rajouter 10 dB, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est assez cool. Je peux rajouter de l'air là en faisant ça. Je peux monter encore ici là. Aïe 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 aïe. Attendez, c'est complètement oufissime. Waouh. Il y a de la réserve de gain. Je peux mettre un filtre HP en appuyant là. Pas mal de réglages assez pratiques. Le 48 volts si vous branchez un micro qui a besoin d'alimentation en face arrière. Le plus 10 dB que je viens d'enclencher. On peut se mettre aussi sur une impédance à 300 ou à 1200. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus intéressant quand on utilise la DI input ici, puisque moi, avec le micro, je suis pas certain que ça ait un très très gros effet. Et puis sinon, on peut aussi inverser la phase avec ce bouton-là. Avec le R, là, franchement, je me retrouve pareil, un micro à 40 € avec un son, mes amis. Mais un son, je sais pas si vous entendez ce que j'entends, mais c'est carrément hallucinant. Waouh, c'est assez mortel. C'est incroyable parce que je n'entends absolument aucun bruit de fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment le sentiment que même avec un micro cheap comme celui-là, on entend déjà une différence. Je vous laisse écouter avec ce test de ma voix. J'ai envie de vous dire, c'est hyper impressionnant. Je vous laisse écouter avec ce test de ma voix. Et ça, c'est le test avec les lames 251 et c'est pas mal non plus. Je peux même aller encore plus loin que ça, là, si j'ai envie. Je peux booster un petit peu. Ça, c'est le gain de sortie, ça, c'est le gain d'entrée. J'adore ces boutons, là, ces boutons qui sont super géniaux. Je peux mettre, si j'ai envie, le high pass filter comme ça ou comme ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même son. Je peux également enlever le R. Je peux passer à 1200 ohms d'impédance. Je remets le R. Ah, ça me donne vraiment des sonorités et des couleurs qui sont assez différentes quand on y pense, d'un réglage à l'autre. Et franchement, je trouve ça super cool. Si je le drive pas beaucoup, je peux être à 45 sur le réglage de gain d'entrée.
mais je peux balancer beaucoup de signal de sortie. Il y a une réserve de gain absolument hyper impressionnante sur le Pré 573. Il n'y a aucune chance pour que vous manquiez de gain avec ce préamp. C'est absolument fantastique. Là, je peux baisser et revenir sur quelque chose où je vais driver plus fort l'étage d'entrée pour obtenir cette couleur, cette chaleur qui est vraiment top, sérieux. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. J'ai déplacé ma lunchbox, j'ai envie de tester ce que ça donne sur le piano Rhodes que j'ai ici. Ah la vache! Vous parlez d'une réserve de gain? Il y a plein de réglages rigolos, mais... Shape. Alors, il y a une shape to. Ça fait des couleurs différentes, mais... Waouh! Oh, ok, mon Rhodes n'a jamais aussi bien sonné. C'est mortel. Mais c'est beau! Eh, c'est mortel! Un autre module rigolo que j'ai, c'est le SPL TDX, le Transient Designer. C'est un module pour gérer les transitoires. C'est un seul canal, donc là je vais passer par exemple mon tambourin à l'intérieur et vous allez voir ce que ça donne. Donc là le module est désactivé. C'est parti. Plus d'attaque. C'est carrément très net. Ok, plus de sustain. Moins d'attaque. Évidemment, dans les valeurs extrêmes, c'est un peu bizarre. Moins de sustain. Plus d'attaque. La vache! C'est hyper percussif. Je vous montre. Avant. Après. Vous voyez les proportions dans lesquelles vous pouvez aller. C'est assez rigolo. On va essayer avec la guitare juste pour voir. Voilà. Donc là, on peut clairement faire des cocottes qui attaquent très très fort, qui sont très très courtes. Ces deux boutons, ils permettent de régler le mix pour ajouter le signal sec avec le signal traité. Là, je suis complètement avec que du signal sec et pas de signal traité. Là, je suis à la moitié. Et là, que du signal traité. Et là, j'ai un bouton Out pour pouvoir régler le niveau global de sortie. Ça peut faire des effets sympas. Several days later. Bon ben voilà, on a enregistré notre chanson, plus qu'à mixer, masteriser. D'ailleurs, à ce propos, dans le setup qu'on m'a prêté, il y a aussi des modules pour masteriser. Il y a un Big de chez SPL, et puis il y a aussi un Xpressor Neo de chez Elysia. On va tester ces deux modules ensemble. Alors un truc à retenir, c'est que contrairement au setup d'enregistrement classique que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire en branchant les micros ou les instruments directement dans les modules, là en fait je vais prendre l'audio qui vient d'Ableton Live, je vais le sortir du monde numérique pour le remettre dans le monde analogique,
traverser les modules et ensuite revenir à l'intérieur du monde numérique. Idéalement, pour faire ça, il faut quand même des convertisseurs de relativement bonne qualité. En 2023, d'une manière générale, les convertisseurs sont pas si pourris que ça, mais quand on commence à investir dans du matériel un petit peu onéreux, c'est quand même important d'aller chercher des convertisseurs qui sont un petit peu plus quali pour justement profiter à fond du son qu'on peut obtenir sur les modules analogiques. Dans mon cas, j'utilise les convertisseurs d'une Audiofuse 8 Pre qui ont un excellent son, donc normalement on ne devrait pas perdre trop sur cet aspect. Enfin, retenez que dans votre chaîne du son, il faut être un tout petit peu cohérent. Ça sert à rien de mettre un module qui vaut plusieurs milliers d'euros dans une lunchbox si c'est pour faire sortir ça dans les convertisseurs d'une carte à 50 balles, quoi. Retenez aussi que dans ce processus, il y aura peut-être de la latence. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir exactement les échantillons qui seront placés aux mêmes endroits lorsque vous allez envoyer et recevoir votre signal. Gardez bien ça en tête, il vous faudra rattraper cette latence en post. Puisque donc l'idée c'est de faire sortir l'audio, puis de le faire re-rentrer dans la station de travail audio numérique pour enregistrer le résultat dans une piste audio. Et là bien sûr, il vous faudra faire attention au routage de votre audio pour pas générer de boucle infinie. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, même si c'est le sujet d'une autre vidéo. Petit disclaimer, on va pas faire un mastering en bonne et due forme dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo, on va juste s'occuper d'écouter les résultats qu'on peut obtenir avec les modules de mastering qui sont à notre disposition. En attendant, j'ai fait un prémix du morceau et je vais le passer dans le SPL Big. Maintenant. Alors le Big, comme son nom l'indique, il a un gros potard qui est gros pour rendre le son plus gros. J'adore le slogan dessus. Stereo Image Bigger Maker. C'est un peu surprenant au premier abord, il y a 3 contrôles. Un contrôle pour gérer l'image stéréo entre serré et ouvert. Un contrôle pour gérer entre arrière et avant. Et vous avez également ce gros potard, Bigness, j'adore, qui permet en fait de doser la quantité de ces réglages que vous avez fait sur les 2 potards au-dessus. Vous avez aussi un réglage basse là qui permet de grossir un peu le grave. Enfin, je vais vous faire écouter parce que c'est assez cool. Je vais commencer avec la basse à off et je vais bypasser le module. What you're trying to do, drive me nuts and make me lose it for you. Ooh, the things you say, ooh, I'm not okay, ooh, I don't wanna hear it. Ooh, you gotta play, ooh, the usual way, ooh, you need to understand that I don't wanna hear it. Anything you say will always be done, to the point when now I'd rather feel numb. Franchement, hyper efficace, assez simple à comprendre, on entend vraiment la différence. Le risque avec ce genre d'effet, c'est d'en mettre des caisses évidemment. Faites attention à ça, avec parcimonie, c'est bien. Celui dont je vais vous parler maintenant, c'est ce Xpressor Neo de chez Elysia. Donc c'est un compresseur stéréo qui va être doté de réglages de compresseur assez classiques, threshold, attack, release, ratio. Il va aussi avoir ce qu'on appelle un sidechain filter ici sur la droite pour filtrer les basses fréquences et éviter que le compresseur se déclenche quand il y a trop d'énergie dans le bas. Ici on va pouvoir régler la limite de compression, gérer le gain de sortie général, ce qu'on appelle sur les autres compresseurs en général le make-up gain. Et puis, on va pouvoir aussi avoir un bouton mix qui nous permettra de faire de la compression parallèle, c'est-à-dire pouvoir mettre du signal sec en même temps que d'avoir du signal traité. Je vais vous faire écouter les drums du morceau et on va entendre ensemble quelles peuvent être les couleurs et résultats qu'on peut obtenir avec ce Xpressor Neo. Premier truc, c'est qu'on doit l'activer en appuyant sur ce bouton Hit It. Donc là, je vais commencer à compresser en montant un peu le threshold, parce que sinon ça compresse rien. Voilà, donc là, on voit que ça commence à compresser, les diodes commencent à descendre le niveau global. Je peux monter le ratio, et là on entend. Hein. Donc là, on compresse très fort. Je peux baisser le threshold. En réglant un petit peu l'attaque, je rends tout ça un tout petit peu plus percussif. Je peux monter encore mon ratio. Ok, donc là on a vraiment les attaques assez fortes. Alors si je veux pas que le kick déclenche mon compresseur, je peux aussi utiliser le sidechain filter qui est là pour pouvoir dire au compresseur de pas trop se déclencher sur les graves. Donc là par exemple je vais monter un petit peu ça jusqu'à 120 et vous voyez que ça descend moins vite. Et je peux donc monter
le threshold, enfin le descendre en quelque sorte puisque c'est inversé. Hein. Et là, je peux avoir des réglages intéressants en mettant une release plus longue. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce compresseur, c'est qu'il a un mode auto-fast. Ce auto-fast, il va nous permettre de réagir de manière plus rapide quand on a des pics plus importants, de manière à ce qu'on réduise un peu la distorsion du compresseur, puisque si on met l'attaque très basse, le compresseur va devoir réagir très vite, on peut avoir un peu de distorsion. Donc l'auto-fast est là justement pour nous aider à éviter ça. Ok, donc là je compresse fort, je suis pas obligé de compresser si fort, je peux aussi régler la limite de compression. Là par exemple je peux me mettre à entre 9 et 10 dB ici. Et on voit avec la diode GRL que la limite est atteinte, donc il va pas descendre plus bas. Donc là je peux baisser le threshold encore, mais il va pas aller au-delà de 9-10 dB. Je peux aussi avoir une release logarithmique en appuyant sur ce bouton. Ça donne des résultats un petit peu plus musicaux. Ok. Puis bien sûr, je peux régler le gain de sortie pour compenser les éventuelles pertes de niveau. Vous voyez. Donc là, c'est à vous de voir si vous désactivez, si le niveau est cohérent ou pas. Donc là, c'est à peu près cohérent. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser ce gain pour booster votre signal. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un signal qui est à peu près cohérent en entrée et en sortie pour bien entendre les effets de ma compression. Et là, je peux faire de la compression parallèle en remettant un peu de signal sec et en réactivant le compresseur pour entendre le résultat. Ce qui est intéressant avec ce compresseur aussi, c'est toute la partie ratio négatif. Parce que là, on va pouvoir aller dans des directions artistiques qui sont totalement délirantes. Un ratio négatif, c'est quand vous dépassez le threshold du compresseur, au lieu de baisser comme ça avec une pente un peu comme tout le monde connaît, on va baisser en dessous de l'horizontale. Ce qui fait que les signaux forts vont être beaucoup plus faibles que ce qu'ils devraient être. Écoutez ce que ça donne. Ratio négatif, on pousse le ratio sur la droite. Et là, on va monter la limite pour entendre bien le résultat, mettre à fond au niveau du mix, compenser avec le gain. Vous voyez que là, artistiquement parlant, c'est très 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 intéressant. Il y a un warm mode aussi. Là, on entend bien l'effet du warm mode. Ça donne une espèce de rondeur dans le bas. Donc là, on est vraiment sur des trucs assez rigolos. Évidemment, il faut trouver le réglage qui vous convient. Sympa, yes! Voilà, plein de couleurs différentes, c'est ultra polyvalent. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup avec ce compresseur, il est ultra précis, c'est un truc hallucinant. Écoutez ce que ça donne sur le master avec l'ensemble des instruments. To the point where now I'd rather feel numb.
Évidemment, il y a 1000 façons de régler un compresseur, probablement beaucoup mieux que ce que je viens de faire, et je suis pas super certain qu'au travers de la vidéo YouTube, on ait vraiment toutes les nuances de ce que je viens moi d'entendre ici dans ce studio, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'aime beaucoup ce que j'entends. Après avoir fait ce test, je me rends compte qu'il y a quand même un sérieux avantage à avoir ce qu'on appelle du outboard. Ça fait une énorme différence, j'ai vraiment l'impression que la voix et les instruments qu'on a enregistrés ont une bien meilleure dynamique, sont restitués de manière beaucoup plus claire, sans avoir à forcer à mort sur le préamp, du fait simplement de la réserve de gain absolument astronomique qu'on a dans ces modules. Je veux dire, je suis jamais parvenu à obtenir le son du Rhodes de manière aussi claire qu'avec ces modules. Donc là, ça me donne vraiment envie d'investir dans ce type de matériel. Est-ce qu'il y a des inconvénients à passer au format 500 ? Oui, honnêtement, il y en a. Le premier inconvénient, c'est le niveau d'investissement que ça représente. Je crois que ce case, il vaut déjà à lui tout seul plus de 1000 €. Le deuxième inconvénient, c'est la taille. Ça reste encombrant dans un home studio, ça nécessite d'avoir un espace de rack, donc c'est pas anodin. Et puis je peux vous dire qu'en plus, ça pèse son poids. Le setup que j'ai là, je pense qu'il fait bien une bonne vingtaine de kilos. Troisième inconvénient, la chaleur et donc par extension la consommation électrique. Mais à vrai dire, vous pouvez aussi les allumer quand vous en avez besoin, donc c'est pas trop un souci. Franchement, je me suis fait un trip de folie avec ce micro, avec d'excellents préamps, d'excellents EQ. On a un résultat qui est incroyable. Je voudrais tellement dire merci à Golden Age Premier de m'avoir prêté ce micro. C'est quelque chose d'assez incroyable que d'entendre ce qui sort de ce type d'appareil. Et quand on n'en a pas fait l'expérience, c'est difficile à décrire. Un autre truc que j'ai oublié de vous préciser et qui fait partie un peu des prérequis pour avoir ce type de matériel, c'est avoir une électricité irréprochable. Hyper important. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que c'est du matos qui est un petit peu exigeant dans tous les sens du terme. Bon, mais faut pas que ça vous empêche d'acheter des modules, parce que c'est quand même super. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut que je renvoie les modules. Et le micro. J'ai pas envie. Je veux tout garder, en fait. Parce que c'est trop génial. Allez, hop. C'est le moment de faire des bisous à H-Labs, à Golden Age Premier, à Elysia et à SPL. Alors merci du fond du cœur pour m'avoir prêté tout ça et avoir permis que je puisse faire cette vidéo. Je me suis amusé comme jamais, vous avez pas idée. Et j'ai découvert plein de trucs qui étaient inaccessibles jusqu'alors, donc merci à vous. J'espère sincèrement que quand vous sauterez le pas du module 500, vous prendrez autant de plaisir que j'en ai pris à allumer ces modules. Bon, il fait chaud par contre. Oh, ça donne chaud le module 500. Le prochain studio, j'ai la clim, ok ? C'est décidé. Le prochain studio, j'ai la clim. Allez, salut.